Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 5e saison de Cold Facts. Aujourd'hui, on a décidé de faire les Cold Facts Awards puisqu'on est à peu près à mi-championnat, meilleur défenseur, attaquant, gardien, Suisse étranger, équipe surprise de l'année, meilleure équipe, MVP. Bref, on a passé en revue tout ça. On espère que vous nous donnerez vos choix sur les réseaux sociaux. Après, on parle des pronostics. On enchaîne avec l'actu des clubs romans, plus que de parler des clubs romans 10 minutes ou 15 minutes comme chaque fois. Et puis on termine avec l'équipe de Suisse dont on connaît la sélection pour le tournoi à venir à Fribourg mi-décembre. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Bien Pita. Ça va pas mal du tout, merci. Ouais. Petite semaine un peu tranquille. Enfin, on a fini de parler de football, c'est bon. On passe à autre chose maintenant. Hein. On revient au sport sérieux. C'était pas du tennis plutôt vu le sport? Ouais, c'est un peu ça, ouais. On a décidé qu'on allait faire un épisode où pas un bilan mi-saison, les Cold Facts Awards de la mi-saison. Voilà. On aurait pu poser des questions sur les réseaux sociaux, mais après, ça demande aussi un sacré travail de... Non, on ne demande pas l'avis des gens, c'est bon, quoi. On est assez grand. Non, pas du tout. Par contre, à la fin de l'épisode, si vous avez d'autres avis, on est heureux de les récolter et de les confronter aux nôtres. C'est aussi bien de commencer dans l'autre sens, où nous, on donne notre propre avis sans se laisser influencer. Ouais, exactement. Donc, on s'est dit, on met le MVP de ce championnat jusqu'à présent, meilleur gardien, meilleur défenseur, meilleur attaquant suisse, la même chose pour les étrangers. L'équipe surprise de l'année est la meilleure équipe. On commence avec le MVP. Est-ce que toi tu commences ou tu me laisses Allez, je commence celui-ci, tiens. D'accord. Moi... On sait pas, donc ça peut être le même. Hein. Ce sera pas le même. Okay. On parie non, mais je pense que je vois peut-être où tu vas aller. Vas-y. Qui j'ai mis? Je me demandais si tu as peut-être mis un gardien. J'ai mis un gardien. Ah ouais. Est-ce que tu aurais mis Satteri? J'ai mis Satteri. Bien joué. Harry Satteri, pour moi, c'est le MVP de la saison jusqu'à présent. Moi, je l'ai mis dans mes meilleurs gardiens étrangers. Voilà, Très bien. C'est le gardien le plus utilisé de la ligue. 4 blanchissages. Il joue avec la défense de Bienne, qui n'est pas la défense de Zurich, parce que Hrubeč a de meilleures statistiques que lui. Mais Hrubeč gagne aussi beaucoup de matchs. Mais quand devant toi, tu as Kukan, Weber, Lettonen, bref, la défense de Zurich, c'est pas la même que celle du HC Bienne. C'est le gardien qui a le plus de back-to-back, 7. Parce que les gardiens de Genève, Mayer et Desclous sont très bons également. Mais Mayer, il a 2 back-to-back, Desclous, il en a 1. Hrubeč, il a 1 back-to-back. Et Satteri, il en a 7. Et pour moi, c'est aussi ça qui est impressionnant, c'est qu'il est là à peu près tous les soirs, Harry Satteri. Et il a 92,24% d'arrêt. Genève. Bienne est deuxième de la Ligue, a vraiment pas beaucoup de points de Genève. Cet épisode est enregistré avant le Bienne-Fribourg de ce mercredi soir, donc peut-être même que Bienne est à 3 points de Genève. On a tellement parlé de Genève, qui sont si forts, etc. Si Bienne est vraiment juste derrière, et s'ils sont juste derrière, c'est parce que Satteri est vraiment très, 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 très fort. Moi, je suis parti sur Valtteri Filppula comme MVP, même si, un peu à l'image de Genève, il cale un peu. Alors, si on prend les courbes de performance, je pense que Satteri est plutôt sur un trend exponentiel. Et puis, Filppula, il est plutôt sur un trend pas qui descend, mais un peu plus neutre. Mais qu'est-ce qu'il apporte à moi? C'est à l'âge qu'il a aussi. C'est pas qu'on le connaissait pas, mais de le voir rayonner à cet âge-là encore, dans une ligue quand même encore plus compétitive avec les étrangers en plus, je suis véritablement impressionné par son engagement, la justesse de ses passes, la justesse de son jeu. Finalement, c'est pas le plus spectaculaire, c'est pas le gars qui va te faire soit un air hook, soit un truc. Mais qu'est-ce qui va être utile à ton équipe, quoi? Si tu l'enlèves, et c'est pas le cas pour l'instant à Genève, et tant mieux, et on touche du bois pour lui, pour pas qu'il se blesse, c'est quand même pas la même équipe de Genève. Bien sûr que Tom Ernest, pareil, mais on a souvent tellement mis en avant Tom Ernest que je voulais cette fois pas rendre hommage, mais mettre le doigt sur l'apport qu'a Valtteri Filppula. Ouais, je suis entièrement d'accord. Du coup, ça va un petit peu couper court à la discussion du meilleur attaquant étranger. Vu que moi je l'avais mis comme meilleur attaquant étranger, mais on peut en parler maintenant, il n'y a pas de problème, c'était logique que ça allait se recouper à un moment ou à un autre. Pourquoi je l'avais mis meilleur attaquant étranger? C'est le meilleur buteur de la Ligue à 5 contre 5, il a 10 buts à 5 contre 5. Premier de la Ligue en points à 5 contre 5, 19.
et le deuxième est à 15 points. Donc il fait pas que du dégât en power play, il est vraiment excellent à 5 contre 5. J'ai presque honte de lui avoir posé la question avant la saison. Dis donc Gaillard, t'es sûr que tu voulais pas arrêter après le titre de champion du monde en Finlande? Je lui ai pas dit ça, mon Dieu, non, j'aurais pas osé. Par contre, je lui ai dit, mais pourquoi tu continues en fait? T'aurais pas pu arrêter au sommet, champion du monde en Finlande? Et après, il m'a donné tort en allant gagner les hockeyades. Ah non. Mais voilà, on va pas refaire la blague chaque semaine. Bien. C'est parti pour, mais j'arrête. Non, mais par contre, il continue à un niveau hallucinant. Et pour moi, c'est le meilleur attaquant étranger de la Ligue actuellement. On est aussi un tout petit peu biaisé parce que Roman Chervenka est blessé depuis 2 semaines. Voilà, j'allais dire. Parce que moi, c'était finalement, vu que tu prends Filppula, j'allais prendre Chervenka en me disant qu'il a quand même ses 26 points, je crois. 26 points, 22 passes décisives, 4 buts. Rapperswil a quand même réussi à faire quand même des points sans lui. Et ça, j'étais assez surpris en fait. Je me disais l'impact qu'il a simplement sur le fait de rendre les autres meilleurs. La statistique, elle est folle, le 4-22. Ouais. C'est complètement absurde d'avoir un tel poids sur le jeu. Corvi aussi a, je crois, 2 buts et puis 18 ou 19 passes. On en parle de Tanner Richard dans cette... 1-18, un truc comme ça. Mec, il dit, je marque pas, moi, je laisse faire les autres. Mais c'est drôle d'avoir ces profils-là, finalement. Ouais. J'ai l'impression que Chervenka, quand même, il peut un peu plus marquer. Il aime bien rendre les autres meilleurs. Mais s'il doit prendre le leadership, il peut le faire. Alors qu'on se rappelle de ses buts en prolongation des fois, où c'est lui qui prend l'initiative, il fait pas une passe, il fait un but. Et il y avait une fois où il en avait je sais plus moi, 3 ou 4, vraiment c'était un peu prolongation, on peut déjà dire victoire de Rapperswil, puis avec un but de Chervenka. Mais après, là où peut-être qu'il y a un contre-argument à aller chercher, puis à se dire que Chervenka est toujours aussi... précieux, c'est que Rapperswil, tu disais, continue de gagner match, certes, mais sur les 5 derniers, il y a 4 défaites quand même. Et c'est quand même un petit peu plus difficile sans Roman Chervenka. Et quand on parle de MVP, c'est le joueur qui est le plus utile et le plus précieux à son équipe, si on y va au sens strict du terme. La dernière apparition de Chervenka, c'est le 5 novembre, une victoire 4-0 contre Ambry. Mm-hmm. Et après la pause d'équipe nationale, il ne revient pas. Rapperswil commence par une victoire en prolong à Ajoie, et après, c'est 4 défaites en 5. Donc, il y a un contre-argument, et je pourrais entendre qu'on nous dise, les gars, vous déconnez, Filppula à Genève, oui, il est très fort, mais en même temps, est-ce que sans lui, Genève continuerait de gagner? Peut-être. Par contre, on a vu que Rapperswil sans Chervenka, c'est un poil plus tendu. Il y aurait eu quelque chose, à mon avis. Mais bon, je crois que par contre, de le mettre MVP de ce début de saison et meilleur attaquant, ça me semble totalement... justifiable. On continue avec le meilleur... Ton gardien étranger, c'est Seteri du coup? Ah oui, c'était Seteri, ouais. Parfait. J'ai hésité avec Hrubec. Ouais, logique. Et ça permet aussi de dire que l'apport de ces gardiens étrangers est assez fou. On voit quand même que d'habitude, c'était tout le temps Genoni Berra. Cette année, Genoni, il a beaucoup plus de peine avec Zug. Ouais. C'est en saison régulière, on sait qu'on l'attendra en play-off si Zug va en play-off, mais paraît quand même compliqué de les imaginer pas en play-off. Maintenant, on ne sait jamais. Koskinen, un petit peu plus... pas un peu déçu, mais en voyant la défense de Lugano, en voyant son pédigré, on s'attendait peut-être à un step un peu supérieur. On s'attendait à quelque chose d'assez fou de Seteri, de Hrubec, de Koskinen. Metsola, on savait que ce serait difficile à Cloton. Et on oublie Juvonen à Ambry qui est vraiment bon. Ouais. Si tu regardes les 3 premiers gardiens de la Ligue actuellement en but sauvés au-dessus de la moyenne, en gros, si tu compares tous les gardiens, un gardien moyen de la Ligue aurait encaissé tant de buts. Combien de buts ont sauvé les gardiens? Les 3 premiers, c'est Hrubec, Seteri, Juvonen. Et en fait, c'est un peu un problème pour la suite parce que, évidemment, que si nous on a accès et nous on voit ces statistiques, j'ose imaginer que tous les décideurs de la Ligue les voient également. Ils sont pas plus bêtes que nous, ils sont en général beaucoup plus malins que nous. C'est jamais une mauvaise idée. Nous, en tant qu'analystes, c'est bien de se mettre des fois dans le siège de on n'est pas plus malin qu'eux. On peut être aussi éduqué qu'on veut, on va difficilement être plus malin que quelqu'un dont c'est le travail à 100%. Et ouais. Je pense des fois il y a un peu d'humilité à avoir et je pense que nous on l'a. Mais du coup,
cette statistique-là fait dire mais pourquoi je vais m'emmerder à chercher un gardien suisse, à bricoler, alors que mon gardien déjà va jouer 60 minutes, en théorie, à part si c'est Poulenovs, mais normalement le gardien il joue 60 minutes. Le gardien, c'est monsieur 50%, 60%, peu importe, de ton équipe, du succès de ton équipe. Est-ce que c'est pas là le meilleur investissement que tu puisses faire pour une licence étrangère ? C'est au poste de gardien. Et ce qui se passe cette saison avec 3 gardiens de très très haut niveau qui sont dans la ligue et d'autres qui tiennent complètement la route, est-ce que tu te dis pas, l'année prochaine, je m'emmerde pas à bricoler avec Vutric, pourtant il fait pas une mauvaise saison, Vutric, hein, ou Poulinov Stéphane. Voilà, est-ce que je vais pas avoir sur le marché étranger, regarde ce qui se passe. Et là, il y a peut-être un petit souci qui va arriver ces prochains temps à ce niveau-là, je pense. Mais ça ouvre quand même des perspectives pour, comme tu dis, les autres. Et en plus, ils n'ont pas forcément des contrats à très long terme. Est-ce que Sateri, si je dis pas de bêtises, il a un contrat d'1 année. Est-ce qu'il a peut-être une option ? Ça, c'est aussi tout à fait possible que le club ait une option. Parce que sinon, ça peut être une jolie bagarre. Suivant comment... alors Fribourg sera plus compliqué parce qu'il y a quand même Reto Berra, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais Genève, par exemple, on sait que Omar a recruté Artikainen. Il y a quand même Filppula, Artikainen, Vatanen. Tu dis, Sateri, ils le connaissent forcément. Hein, c'est aussi un de leurs coéquipiers. Dis donc, tu veux pas venir ? Le gars se dit, ah ouais, est-ce que c'est pas une des pièces qui manquent à Genève pour éventuellement faire encore un pas supplémentaire vers le statut de favori au titre ? Je pense que même si Mayer et Desclous sont très bons, ça ferait pas de mal d'avoir encore un... On le voit avec les stats là de Sateri. C'est solide. Hein. Ce qui me fait dire aussi que Joran van Pottelberger, quand il va revenir, on dit ouais, c'est des problèmes de riche, tu vas pouvoir le laisser un peu souffler. Bon, au bout d'un moment, souffler, ok, mais si tu fais gagner des matchs... Faudra voir ce que Reddy Sheehan apporte aussi. Nouvelle signature du côté Nouvelle signature de Bienne, centre, à plus de 600 matchs de NHL, profil plutôt défensif. Pas un coup de patin incroyable de tout ce qu'on me dit. Après, on joue pas 600 matchs de NHL en étant incapable de patiner. La question, c'est comment il a vieilli, entre guillemets. Il a que 30 ans, mais... Il y a plusieurs 30 ans, disons. Certains joueurs à 30 ans en bulle, c'était le début de sa carrière. D'autres à 30 ans, tu sens qu'ils sont un peu sur la fin. Donc, je me réjouis de le voir. Et vraiment, j'ai pas d'avis parce que je l'ai pas vu jouer. Par contre, on m'a mis en garde en me disant je sais pas trop. Donc, intéressant. Défenseur étranger, le meilleur de la ligue pour toi jusqu'à présent. À part ça, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je fais l'obligatoire Henrik Tom Ernest, voilà, sinon le podcast s'arrête. Sinon, est-ce qu'on est vraiment crédible ? Mais je pense qu'on doit quand même partir avec lui parce que tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il fait sur la glace et tout. Mais mention quand même très très bien à Vili Sarjärvi de Langnau, qui a le malheur de jouer à Langnau finalement, qui est quand même pas la même machine de hockey que Genève, qui doit un peu, jouer les pompiers parce que il est très demandé aussi. Il joue moins de minutes que Tom Ernest, mais on lui demande beaucoup à l'Épisto aussi parce qu'ils savent à Langnau qu'ils n'ont pas de défenseurs suisses qui peuvent jouer de grosses minutes sans trop de problèmes, comme dans les grosses écuries du championnat. C'est un petit défenseur finalement, il fait moins d'1m80. Il a fait une saison dernière, est-ce que c'est à Lukko-Rauma ? Je crois qu'il avait un truc du style. Il a plus de 15 buts. J'ai envie de dire 17. J'ai regardé ça ce matin, mais c'est que de tête. Hein, et qu'il avait, pour un défenseur, je me suis dit waouh. Et quand on voit ce qu'il fait en Suisse, il est dans des standards qui étaient les siens, en tout cas la saison dernière en Finlande, dans un championnat plutôt. Je crois c'est un bon championnat avec des bonnes défenses aussi. Donc, il était bel et bien à Roma, il était bel et bien à 17 buts. Ok. Et 17 buts pour un défenseur. Le plateau des 20 buts dans le championnat de Suisse, c'est quelque chose. 17 buts pour un défenseur en Finlande, waouh. Donc, voilà un peu les deux que... mais quand même Tom Ernest, parce que c'est King Henrik, quoi. Je peux dire quelque chose de potentiellement qui va me revenir à la tronche et puis on va se moquer de moi. C'est toi qui décides. Ouais, j'aurais pu la jouer safe. Ouais. La passe à Tom Ernest, elle est belle. Mais en fait, moi, il y a un défenseur, tu parlais de défenseur qui a le malheur de jouer à Langnau. Il y a un défenseur qui a le malheur de jouer à Ajoie, TJ Brennan.
Sur ces 20 points, 11 buts. Ouais, mais c'est le meilleur défenseur à 5 contre 5, 9 buts à 5 contre 5. Sur ces 20 points, il y en a 17 à égalité numérique. Il y a le meilleur buteur à égalité numérique, c'est 10. C'est un attaquant, lui, il a 9. Pour moi, c'est hallucinant. Il joue 23 minutes par match. Il est très, 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 très bon. C'est le meilleur du HCA en expected goals, en pourcentage d'expected goals, en 45%. Quand il est sur la glace, le HCA a 45% d'expected goals en sa faveur. Donc 55 pour l'adversaire, certes, mais Ajoa est en dessous de 40%. Relativement, comparé relativement à ses coéquipiers, il défonce tout le monde au HCA Ajoa. Je ne dis pas que c'est le meilleur défenseur de la ligue en termes de production, etc. Mais pour moi, si je dois élire le most valuable défenseur, on va dire ça comme ça, TJ Brennan, pour moi, il doit être dans la conversation. D'ailleurs, tu as vu ce qu'il fait oui. c'est contre Zurich, je crois, pour aller marquer le deuxième but d'Ajoa. Il change sa canne de côté en se disant qu'il allait... Parce que je crois qu'il est droitier, et puis en fait, il met sa canne de droitier, il la tient comme un gaucher. Exact. Ou l'inverse. Non, il doit être gaucher. Voilà, il est gaucher, il la tient comme un droitier. Et comme ça lui permet de pousser le puck au bon endroit et que ça a fait un peu le buzz aussi ailleurs et pas qu'en Suisse. Exactement. Son Corsi relatif, ce qui veut dire que comparativement à ses coéquipiers, parce que c'est là où c'est intéressant de voir l'impact d'un joueur, il a 12% de plus que le coéquipier moyen du HCA Ajoa, on va dire. Personne n'est à ce niveau-là. L'impact de TJ Brennan... À 33 ans, finalement, c'est parce que... Exactement. Sarrieri, il a 25, donc, et même Tom Ernest, il a quoi, 30 ou 31 donc là, ou même 32, je dirais 90. 32, ouais. On a un gars qui découvre la ligue, et puis tout d'un coup, waouh. Puis, accessoirement, il joue à Ajoa, où certes, il y a 2 défenseurs étrangers, mais le deuxième défenseur étranger, c'est Gauthier Leduc. Gauthier Leduc, c'est quand même compliqué. Brennan, c'est le patron de cette défense. Oui, Ajoa prend des saves. Non, pas des saves. Prend beaucoup de buts par rapport à la moyenne. On est bien d'accord, il y a plus de 100 buts encaissés en 28 matchs. Mais par contre, la défense a progressé par rapport à l'année passée. C'est clair. Et la défense d'Ajoa est vraiment bonne. Et aussi, la raison pour laquelle j'ai fait ce choix-là, Tom Ernest, il rentre un tout petit peu dans le rang quand même cette saison. J'ai pensé à Sarrieri, effectivement. Après, je me suis dit, merde, on a un podcast roman. Alors, entre Sarrieri et Brennan, non, je pense que les statistiques Brennan sont vraiment impressionnantes. Et pour moi, on doit en parler en tout cas. Et je me suis dit aussi, si tu prends Tom Ernest, on va parler les deux en cœur de Henrik Tom Ernest. Donc, il y a aussi un petit contre-pied à prendre là. Mais je suis convaincu de mon choix. Je pense vraiment qu'il est à ce point bon depuis le début de saison. On continue avec les Suisses. Et puis oui, parce que les attaquants, on l'a dit avant, on était les deux sur Phil Poula avec mention honorable pour Červenka. Et donc, on commence par le meilleur gardien suisse, Elisabeth Baumschneider. Ça, on est en actu là, c'est fou quoi. Non, qui a été élu. Mais qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme gardien suisse ? On a tellement fait un dithyrambe sur les gardiens étrangers que ça prouve aussi que les gardiens suisses, c'est un petit peu plus compliqué. Connor Hughes, ouais, pour moi. Je pense que c'est la même chose. Sans hésiter. Il a certes il a plus de matchs à part ça à terme que Desclous ou Maillère, mais il a que 16 matchs en tant que titulaire cette saison. 1,91 buts encaissés par match, 92,57% d'arrêt. Il est tout en haut de la ligue à ce niveau-là. Et surtout, sa trajectoire, elle est intéressante, je trouve, parce qu'il part comme numéro 2 du côté de Fribourg, derrière l'inamovible numéro 1, Reto Berra. Ouais, puis c'est un inamovible dans le sens où il va jouer sur les 52 matchs. Berra, à moins de 40. Une quarantaine. Il était prédestiné à jouer une douzaine de matchs, on va dire. Connor Hughes, il en avait joué 9 pour Fribourg l'année passée. Il avait été prêté à Genève, on se rappelle, furtivement. Il ne devait pas être titulaire. Est-ce qu'il devait être à ce niveau ? On se pose la question. Honnêtement, au moment où on apprend que Berra va se faire opérer, que c'est grave, que Hughes est titulaire contre Berne, il y a un peu tout le monde qui se dit... Mon Dieu, Fribourg, ils vont devoir aller chercher un étranger. Hughes n'a peut-être pas les épaules. Oui, il avait fait 1 ou 2 bons matchs depuis le début de saison. Mais bon, quand même. Et depuis, il a vraiment été très solide. Il y a ce match à Langnau qui fait un petit peu tâche ce week-end. Au moment où on parle de ça, il vient de se trouer pour la première fois à peu près depuis qu'il a repris le filet.
Mais en même temps, la défense de Fribourg l'avait en tout cas pas aidé ce soir-là. Je pense qu'il est sorti après le 2-0. Puis le 2-0, c'est une prune de Michaelis dans la lucarne. Tu peux rien faire. 4 shoots, 2 goals du B. Il va aussi peut-être chercher quelque chose. Il se dit attends, mon équipe, elle est pas là. Jeffrey Mayer, il rentre, il en prend un direct. Ça s'est vraiment pas bien passé cette histoire. Mais globalement, il prend tout le temps entre 0 et 2 buts, sauf une fois. Depuis qu'il est titulaire, il y a eu le match contre Genève, là où il avait quitté après une trentaine de minutes. C'était aussi un petit peu une soirée compliquée. Mais moi, je vois pas qui d'autre mettre à cet endroit-là, en fait. Je sais pas si toi, t'avais d'autres Non, pistes. je t'ai dit Hughes aussi parce que on est embêté. On peut pas mettre quelqu'un de bien. Ludovic Weber, c'est compliqué parce que Hrubeč a le filet de Koskinen. Puis quand il y a des gardiens étrangers, en général, ils les font plus jouer. Tu as relevé les stats, les qualités de ces gardiens, forcément que c'est aussi parce qu'ils jouent un peu plus. Oui. Donc, même les Cons, les compagnies et tout, alors il pourrait y avoir Mayer et Desclous finalement qui font partie du leader du championnat, qui devraient faire partie de la discussion logiquement. Mais je trouve que c'est plus intéressant de mettre Hughes parce qu'on s'attendait à ce qu'on voulait voir s'il était capable d'enfiler le costume de numéro 1. Et il l'a fait avec passablement de brio. D'ailleurs, il ne va vraisemblablement pas rester à Fribourg, si j'ai bien compris. Ce qui est assez logique finalement, parce que Fribourg, en théorie, Reto Berra doit revenir au niveau d'avant. C'est du moins ce qu'ils espèrent là-bas. Il n'y a pas trop le choix de toute façon, parce qu'il a encore ce contrat à un bout. Lui, il se rend bien compte qu'il doit peut-être jouer un tout petit peu plus. Et sa valeur a aussi augmenté. Maintenant, sa valeur, j'ai presque envie de dire qu'elle était assez volatile, dans le sens où en début de saison, sa valeur était ce qu'elle était, à savoir c'est le backup de Berra. Quand il rentre, il joue, mais est-ce qu'on lui fait vraiment confiance pour être le titulaire d'une équipe de National League, ou en tout cas le 1A, on va dire, le 1B, voilà, ou le 1B d'une équipe de National League. Là, en 2 mois, il a répondu oui à cette question, mais en 2 mois. Mm-hmm. Et on a quand même vu parfois on va dire des coups de chaud de certains gardiens, mais après, tenir sur la longueur, c'est pas forcément évident, et je me réjouis de voir comment lui va continuer, parce qu'il va encore être titulaire un bout. Dès ce mercredi soir à Bienne, d'ailleurs, ce sera probablement lui devant le filet, à moins que Jeffrey Mayer rentre, mais bref, peu importe, il va devoir confirmer finalement ces 2 premiers mois. Donc oui, c'est bien de s'intéresser à lui. Je pense que Lausanne est très fort sur le dossier. Langnau l'est également. Logique de capitaliser là-dessus pour lui. Logique de s'intéresser à lui pour les clubs également. Mais il va falloir voir comment ça évolue. On aurait pu parler de Ivar Spunenovs, qui fait de bons matchs quand il joue. Le problème, c'est que souvent, il est soit blessé, soit il doit partir en cours de match pour des petits problèmes d'adducteur par-ci, un puck mal placé par-là. Il n'est pas assez durable pour pouvoir... et il n'est pas au niveau de Connor Hughes. Fribourg est mieux classé aussi. Je pense que la défense de Fribourg fait un peu mieux le job que la défense de Lausanne, logiquement. Alors oui. Et qu'il faudra voir si Connor Hughes passe dans une autre équipe, comment il va s'adapter au système défensif devant lui. Parce que arrêter les pucks, c'est une chose. Il faut aussi avoir confiance en sa défense. Et si tout d'un coup c'est un peu fébrile devant, le gardien peut être mis devant le fait accompli, et il peut pas faire tous les arrêts de la terre, quoi. Il faut aussi qu'on l'aide. Poulianovs contre Bienne avec Lausanne l'autre soir, franchement, au bout d'un moment il pourrait presque porter plainte contre ses défenseurs, quoi. Non-assistance à personne en danger. C'était un peu le cas, 28 tirs dans le slot, ou 27, 26, je sais pas, mais une ramée de shoot dans le slot. Il est le pauvre, quoi. Donc oui, il a peut-être pas un pourcentage d'arrêt hyper élevé, mais à un moment, je crois que sur un des buts biennois, je me souviens plus lequel, il fait 4 arrêts avant qu'il y ait le but. Au bout d'un moment, aidez-le, le pauvre, quoi. Donc il pourrait aussi, il fait une belle saison, il est vraiment à niveau quand il joue, mais problème de durabilité, comme on s'y attendait, là, c'est un petit peu. Défenseur suisse, de meilleur défenseur suisse. Là, honnêtement, il n'y a pas débat, hein. Alors, Dean Koukan. Oui, juste, exactement. D'un coup, j'étais là. Je m'étais dit... Dean Koukan, il joue... Alors, j'ai regardé un peu ses stats avant de dire n'importe quoi. Non, mais c'est le meilleur à Zurich, et puis... En fait, c'est le meilleur à Zurich. Il est à 13 points à 5 contre 5. C'est le meilleur Suisse de la Ligue. Il a 9 points en powerplay. C'est le meilleur Suisse de la Ligue. Il a 61,53 expected goals for quand il est sur la glace. L'étonnant à titre de comparaison est à 47. Ouais. C'est hallucinant. Et j'étais très surpris de voir son
son expected goals for relatif, donc comparé à ses propres coéquipiers, il a plus 12,57%. Donc il joue dans la meilleure défense sur le papier de la ligue, mais en plus il étale tous les défenseurs en étant excellent. Il joue 2 minutes 18 en box-play pour Zurich. Ouais. C'est le deuxième de Zurich derrière Yannick Weber. Donc en plus, il est sur la glace quand ça joue à 4 contre 5. Ouais, je vois pas qui peut lui arriver à la cheville depuis le début de saison. J'ai par contre envie de parler de Simon Lecoultre. Oui. Qui mérite une mention là. C'est juste pas possible. Il joue contre un extraterrestre dans cette catégorie de meilleur défenseur suisse de la ligue. Mais Simon Lecoultre fait vraiment une belle saison depuis le... Alors, encore plus depuis la blessure de Sami Vatanen. Mais sur les 10 derniers matchs, il est à 7 points. Offensivement, il apporte. Il a déjà 15 points. Il est en route vers son record en carrière. Record en carrière qui était de 19 pour sa première saison à Genève. On a un peu tendance à oublier à quel point il était arrivé fort dans la ligue, lui, en 2019-2020. Après, il fait 19 points, 15 points, 13 points. L'année passée, on en a beaucoup parlé, qu'il avait eu pas mal de problèmes de blessures, de remise à niveau, on va dire, qui a été un petit peu tendue. Et cette saison, 27 matchs, 6 buts, 9 passes décisives, 15 points. Moi, je trouve que Lecoultre fait vraiment une belle saison et il doit aussi être mentionné. Ouais, quand on voit, on pourrait se dire les Fora, les Egli et tout qui sont moins impactants. Löffel met toujours ses points, mais voilà, Untersander, vraiment Lecoultre en plus, le fait qu'il soit jeune dans une équipe qui est en tête, il mérite clairement la citation. Pour les attaquants, tu as commencé avec les défenseurs, j'ai mis Tyler Moy. Parce que je me disais comment est-ce qu'il va réagir sans Chervenka, et je vois qu'il réagit bien quand il met ses 2 buts contre Genève aussi. Il a trouvé son coin de pays qui lui va bien, en tout cas. Il a pu même re-signer là-bas. Ça a l'air tout bien aller, on verra. On se rappelle des fois quand il avait re-signé, il y avait un petit côté un petit coup de mou. Oui, il a signé qu'un an, hein. Ouais. Donc là aussi, c'est un peu le pari sur lui-même, le même que Nathan Marchand finalement, où c'est j'ai 1 an pour prouver que je mérite plus qu'1 an, on va dire, et peut-être plus d'argent aussi, soit plus de stabilité, soit plus d'argent, ou les deux s'il fait vraiment une autre saison à 1 point par match comme cette année. Par rapport à Moy, hein, Nathan Marchand, il a une saison et demie maintenant pour prouver que il est forcément pas un joueur à 20 buts dans la ligue, mais par contre, il est meilleur que ce qu'il vaut depuis le début de saison. Donc les deux ont pris la même décision, on va dire. Mais ouais, Tyler Moy, c'était également mon choix. J'ai hésité avec Offer, puis après j'ai regardé. Mention honorable pour moi. Parce qu'il a une grosse série de 12 points en 5 matchs. Il y a au niveau octobre, là, quand la H2O marchait sur l'eau pour le coup. Depuis, ça s'est calmé. Donc, il marque quand même encore un peu des buts, mais je trouve que Moy aide sans doute plus Rapperswil en ce moment. Ouais, Moy, c'est le 2e meilleur de la ligue à 5 contre 5, meilleur buteur de la ligue à 5 contre 5. Ça, mine de rien, je trouve que c'est assez parlant, je trouvais. Justement, j'aime assez faire un peu la distinction entre les joueurs qui produisent majorité de leurs points en powerplay, ceux qui aident à 5 contre 5. Oui, les matchs se gagnent et se perdent dans les situations spéciales, mais quand tu as près d'une dizaine de buts, ou je sais plus, il a une dizaine de buts à égalité numérique, c'est assez intéressant. Et ben voilà, il vient de signer un nouveau contrat, Genève a dû s'en séparer. Est-ce qu'on peut regretter que Genève s'en soit séparé? Je crois pas. Non, on a vu... Ils ont dû se séparer de plusieurs joueurs. On a vu encore Kian Uderungs en fait, à Genève, on ne savait pas comment l'utiliser. On n'avait pas les moyens de le faire progresser et de le développer finalement. Qu'est-ce qui se passe? On trouve une solution. J'aime bien le côté... ma foi, on essaye. On pensait que c'était un jeune qui était un jeune talent. Et il ne faudra pas regretter si tout d'un coup, à Cloton, ça explose un peu plus, simplement parce qu'il aura un temps de jeu différent, il aura des responsabilités différentes sans doute, et ce sera un environnement plus favorable pour lui. Il n'y aura pas de regret de la part de Genève parce qu'on n'aurait pas pu lui offrir cet environnement-là parce qu'on avait trop d'autres bons joueurs avant. On peut se poser la question de pourquoi il a signé là-bas quand même. Pourquoi Genève l'a fait signer finalement là aussi. Ça c'est plus juste, effectivement. Je me pose cette question quand même parce que c'était pas une surprise d'avoir une
un pléthore d'attaquants, on va dire, comme ça. Est-ce que vraiment il pensait qu'il allait pouvoir... Je sais pas, je me pose quand même la question de la part de Genève Servette, est-ce qu'il fallait signer ce joueur-là? Et de la part de l'agent, est-ce qu'il fallait vraiment signer son joueur là-bas? Il l'avait signé pour 2 ans à Genève. Il n'y avait pas un meilleur endroit pour poursuivre le développement d'un joueur de 20 ans que dans l'attaque la plus garnie de la Ligue, où au moment où il signe, il y a encore Tyler Moy. J'ai tapé Kinu dans Elite Prospect. Je me rends compte que Kinu Reeves a joué une saison en tant que gardien dans une équipe de collège. Voilà, c'est le petit fun fact du jour. Je cherchais Kinu Derungs, puis évidemment, on m'a proposé Kinu Reeves d'abord. Ils sont dingues. Et on passe aux équipes. Avant de faire la meilleure équipe, l'équipe surprise de l'année, moi, j'ai réfléchi un peu. Je pense qu'il y en a peut-être une ou deux. Mais celle qui m'a le plus surpris, c'est Cloton. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à être aussi bons, surtout que je les voyais clairement mieux qu'Ajoie en début de saison, parce que les étrangers étaient de bons étrangers, surtout les Finlandais, et pas forcément un Jonathan Hang qui est incroyable, qui aurait peut-être mérité aussi une petite mention lors des attaquants, mais c'est quand même compliqué. Il y avait quand même beaucoup de choix qui s'imposaient avant lui. Cloton m'impressionne. Ils gagnent à la maison. Ils arrivent à battre vraiment tout le monde pour le coup. Ils sont pris une fois un 9-1 contre Fribourg. Depuis, ils avaient pris 7 buts aussi à Davos. Alors ils en ont repris 5 contre Davos. Mais sinon, ça tient bien la route. Ouais, absolument. Je voulais pas te couper pour un truc si insignifiant, mais dans les pages complètement random d'Elite Prospect, il y en a quand même 3 autres que je voulais mentionner. Une, c'était Matt Leblanc. On a des amis fans de Friends, ils sauront de qui on parle. Il y a déjà moi, déjà. Voilà. Jerry Tribbiani, donc. Paris Hilton à sa page Elite Prospect, parce qu'elle a aussi joué à l'école au hockey sur glace. Et Justin Bieber a également une page Elite Prospect. Ça, on le savait un petit peu plus. Disons les Canadiens, ça aide déjà un peu plus. Mais Matt Leblanc et Paris Hilton sont également sur Elite Prospect. Je voulais pas couper pour dire ça, mais maintenant, c'est fait. Oui, la surprise... Du coup, j'ai rien écouté de ce que tu as dit. Non, c'est pas vrai. Surprise de Cloton. Non, bien sûr, Cloton, c'est vraiment impressionnant. Ils ont que 3 points de retard sur Fribourg actuellement, mais 4 matchs en plus, certes. Mais ils ont travaillé assez juste, j'ai l'impression. Il me semble qu'on le disait avant la saison que... Tom Linson, c'est un sacré coach aussi. Alors, oui, absolument. Et en termes de joueurs étrangers, ça tient vraiment bien la route. Ils ont engagé 2-3 jeunes joueurs qui sont aussi très bons. Reinbacher, on n'en parle pas, mais Peltonen aussi. Il joue ses 16-18 minutes par match en tant que défenseur. Bien sûr, quand tu t'appelles Peltonen et que tu n'as pas 25 buts en fin de saison, c'est presque une déception, mais lui, c'est pas vraiment l'idée, on va dire. C'est plutôt une sorte de défenseur très solide, et il montre qu'il est capable d'être un défenseur très solide dans cette ligue. Il a 18 matchs. Depuis son retour, il a eu une petite blessure, mais depuis son retour, il rejoue 20 minutes, 15 minutes, 21 minutes, 17 minutes dans la ligue et on ne le voit pas. Et en général, c'est assez bon signe quand on ne le voit pas, Jesper Peltonen. Et on pourrait se dire effectivement, entre Schmaltz, Ekdal Johnson et puis l'attaquant Eric Faye, peut-être un peu moins brillant, mais tu peux pas faire des home runs à chaque fois. Je veux dire, c'est déjà pas mal d'avoir Emetsola, Altonen et Ruotsalainen, le trio pack, plus un Hang qui va bien. Derrière, en plus, ça veut pas dire que c'est pas correct, mais on s'attendait peut-être à un Ekdal Johnson qui était quarterback sur le powerplay, qui pourrait... Puis finalement, c'est plutôt l'explosion de Reinbacher qui nous a un peu illuminé aussi, parce qu'à Hockey Manager, il était à 1 ou 1,5, je sais plus. Ouais, c'est dur parce que tu parles de faille, mais c'est assez difficile de s'en séparer aussi parce que c'est un des artisans de la promotion. Ouais. J'étais en train justement de contrôler s'il était aussi sous contrat, ce qui est arrivé à Julien Vauclair du côté d'Ajoie, où il a hérité de certains contrats qu'il doit forcément assumer maintenant. Cloton a re-signé Faye en mai, donc a décidé de signer Faye, mais en même temps il sort d'une saison à 73 points en 48 matchs. Il a 33 ans, donc c'est quand même un joueur qui a une certaine expérience. Il a joué en Slovaquie en première division. Il a quand même un pédigré, on va dire, qui justifie presque ce poste. Et c'est aussi une question de budget. Il est là, lui, il est tout content de jouer dans l'élite, dans un club qu'il connaît déjà. Tu ne dois pas l'attirer chez toi, il est déjà là. Il n'a pas d'autre option que Cloton pour jouer en National League, donc je peux imaginer qu'il n'a pas signé trop cher non plus, et c'est sûrement un bon business de l'avoir signé à ce moment-là, donc je comprends. Puis après, du coup, tu peux peut-être mettre un peu plus d'argent pour aller arracher un Ruotsalainen qui maintenant va pas mal.
Début de saison assez compliqué, mais bon, il met tous ses buts en un match à peu près. Lui, après, il arrête. Mais quand même, tu vois que c'est un joueur qui est ultra explosif, qui est assez impressionnant à avoir joué. Et voilà, Altonen, Metsola, c'est chouette ce qui est en train d'être construit là-bas, mais on dirait jamais assez que c'est beaucoup plus facile à construire à Cloton que de construire à Langnau, à Ajoie ou à Ambry, parce que tu as plus de facilité à faire venir un étranger de bon niveau quand tu t'appelles Cloton. Voilà, exactement. Dire, ben voilà, t'es à 2 minutes de l'aéroport, donc t'es à 1h15 de la Finlande, non, à 3 heures de la Finlande, t'es vite chez toi, quoi. Si t'habites à Langnau, alors on n'est pas en train de dire que Langnau c'est au cul du monde, mais ça y est, Sarella, les pisteux. Absolument. Mais en tant que néo-promu, ça a peut-être été un tout petit peu plus facile quand même pour Cloton de construire et de devenir crédible aux yeux des gens en étant un club Zurich, quoi. La meilleure équipe. La facilité voudrait dire on prend le leader. Je voulais quand même juste dire que c'est très bien qu'on n'ait pas dit que Rapperswil était la bonne surprise, parce qu'on a dit pendant 10 épisodes de rang qu'il fallait arrêter de dire que Rapperswil c'était une bonne surprise, parce que maintenant c'est plus une surprise à terme. On veut faire la mauvaise surprise ou bien on est trop positif dans tout ce podcast? Non, on est trop positif, puis on va dire les deux Lausanne de toute façon, donc c'est bon. Absolument. Next. La meilleure équipe, finalement, plutôt que de prendre Genève, je vais prendre Zurich, qui m'impressionne, et puis je pense que il m'impressionne. Oui et non, on sait de quoi ils sont capables. Mais j'ai l'impression qu'un Azevedo revient vraiment pas mal. En Roubaix, ils ont trouvé un gardien qui sera très très bon et qui pourra absolument suppléer Jan Kovar, qui était le gardien titulaire en finale l'année passée. Le fait qu'ils aient été battus 4-3 après avoir amené 3-0, je pense qu'ils ont une facture ouverte et qu'ils veulent absolument, eux, aller chercher quelque chose. Par rapport à Zug, qui est peut-être un peu rassasié aussi. Donc, vraiment, Zurich, défensivement, offensivement, il y a 2-3 joueurs qu'on n'aime pas trop. Hein. Le Barofner qui a finalement ramassé 3 matchs, ça, on n'aime pas, ce genre de joueur. Mais j'ai envie de dire aussi que c'est le genre de joueur qui fait du bien, des fois, dans une équipe qui veut aller loin. D'avoir une espèce de morue, ouais, quelqu'un qui fait que les joueurs le craignent. Ils n'osent pas trop aller. On sait qu'il y a Herzog qui est plus offensif, par exemple, que Barofner, quand même. Voilà, Herzog, à Zug, il fait beaucoup de bien à des moments où peut-être les artistes sont moins là, que Hoffmann n'arrive pas, Simeon Kovar n'arrive pas. Il y a Herzog qui vient. Et là, les Chris Baltisberger, les Barofner, qui peuvent peut-être des fois mettre une charge qui sera à la limite ou même dépasser la limite, ça donne quand même quelque chose. Et j'ai l'impression que ce côté suisse-allemand un peu plus méchant, entre guillemets, on l'a peut-être pas du côté de Genève. Par exemple, si je dois prendre une équipe romande qui marche bien en ce moment, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est tant quand on me pose la question, c'est qui pour toi le favori, je réponds tout de suite, c'est Zurich, pardon. Ils sont vraiment forts, ils sont complets surtout, je trouve. C'est pas les plus impressionnants, justement là où tu dis, on pourra citer Artikainen, Omark tant qu'on veut. On citera beaucoup moins Wallmark et l'Amico, mais l'Amico c'est 11 buts, Wallmark c'est 8 buts, ils ont 20 et 18 points les deux. Puis je les attends en play-off aussi, ceux-là. Ouais, justement, en play-off, ils vont encore être sûrement probablement encore un petit peu meilleurs. Texier, je pense qu'il peut encore faire 50 fois mieux que ce qu'il fait depuis le début de la saison. Il y a une marge en plus, c'est ça qui est assez impressionnant. Lettonen peut faire encore mieux. Lettonen peut faire encore un petit peu mieux, les possesseurs de key manager, mais j'imagine 100% des joueurs à peu près sérieux l'auront au bout d'un moment, mais il peut quand même continuer. Et il y a un petit écart avec Genève de 3 points, mais il y a de 9 points, mais il y a 3 matchs en moins pour Zurich, donc ils sont vraiment dans le même rythme que Genève. Après, Koukan, on l'a dit avant, défenseur qui joue à un niveau incroyable. Andrigetto, il fait pas vraiment de bruit, mais il a quand même déjà 20 points, mine de rien. C'est une équipe, tu as l'impression que c'est une force tranquille, Zurich. Tous les soirs, tu dis, ils vont gagner, en fait, sans trop se mouiller. Est-ce qu'au mois de janvier, Denis Malgin alors, si tu rajoutes encore lui, moi, je prends les vacances. Hein. Je m'embête pas à aller voir les playoffs, c'est bon. Parce qu'il est Athlete Scratch souvent à Toronto, il joue de temps en temps, mais il est plus souvent dans les estrades. Il est payé à regarder les matchs en ce moment. Ouais, donc, à quel moment il va se dire, il peut aussi se faire trader dans un club qui le fera plus jouer, hein, bien évidemment, mais à voir.
Ça, c'est clair que ça change clairement la donne, même si je pense que, bien sûr, ça amène forcément une force de frappe supplémentaire inestimable pour Zurich, mais cette équipe construite comme ça, où chacun peut prendre aussi un peu plus de responsabilité, un Gareth Rowe qui est de temps en temps mis en tribune, qui joue, est-ce que ça viendrait pas un peu tout dérégler parce qu'il sera accueilli comme le Messi un peu? Non. Pour moi, il n'y a aucune chance, en fait. Il a été tellement fort durant les playoffs de l'année passée que si tu rajoutes... Et le championnat du monde. Et le championnat du monde, on n'en parle même pas. Que non, j'arrive pas à voir ça de cette manière-là. Peut-être que je me trompe, hein, mais non. C'est évident que tu es encore meilleur si tu amènes un joueur aussi qui va être un peu en mission, qui aurait quelque chose à prouver. Ouais, non, s'il revient en Suisse, alors, comme je dis... donne le titre, quoi. Ça sert à pas grand chose de continuer. Donc non, là, Zurich c'est vraiment très fort et je pense que actuellement à la Loro, d'ailleurs on parlera des pronostics juste après, si tu paries sur Zurich champion, c'est du 5-80 contre 1. Ouais, j'ai eu pris des paris beaucoup plus stupides que prendre Zurich à 5-80. D'ailleurs, j'avais pris un pari stupide sur le match Suisse-Portugal. Mais c'est une autre histoire. Ouais, pas la victoire de la Suisse, hein, je rassure tout le monde. Je ne suis pas utopiste. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les paris sportifs... voilà, on se baronne. Hein. Ça n'était pas trop mal sorti. C'était des cotes en plus jolies. Elles étaient à plus de 2. La mienne était à 2, je crois, de Bienne contre Lugano. Ça avait passé avec le blanchissage de Sateri en plus. En plus, ouais. Et toi, alors, Davos avait marché sur Cloton sans trop de problèmes. C'était vite réglé. Il y a eu un but qui était marqué, mais déjà 5-0. Donc, pas tremblé pour le coup. Ouais, moi j'avais du 2,35 pour Davos à Cloton. Et toi, tu avais du 2 pour Bienne contre Lugano. Quelqu'un nous a même écrit « Merci les gars, j'ai combiné les deux. Ça nous a fait, ça a fait du 4,7 du coup si mes maths sont bons. » C'est une jolie petite cote, ça fait plaisir quand c'est comme ça. Alors les matchs qu'on a, sur les matchs de vendredi, on a ce Ajoie-Lugano, Bern-Zug, Genève-Ambry, Rapperswil-Lausanne, Langnau-Bienne et puis le derby zurichois entre Zurich et Cloton. On va pas quand même faire la bêtise de se dire tiens, Lugano Ajoie. Non, parce que tu regardes aussi comme ça qui joue à l'extérieur, à la rigueur. Ouais, c'est un peu ça. Parce que Genève-Ambry, je pense que la cote de Genève, elle va pas être affolante. Non. La cote des Langnau Tigers peut être intéressante, mais il joue contre Bienne qui va pas si mal que ça. Moi, si il fait jouer Sateri, je parie pas trop contre Bienne en ce moment. Donc, Zurich contre Cloton, à Zurich... Même si c'est un derby, peut-être que Cloton va vouloir aller en gagner une dans la nouvelle patinoire. Difficile. Hein. Ouais, cette soirée, elle n'est pas simple. On sait que Rapperswil va tout le temps mettre des seils à Lausanne à la maison. On peut tenter un Rapperswil gagne avec plus de 2 buts d'écart contre Lausanne. Ça peut être une très belle cote. Mais là aussi, un jour, Lausanne va en gagner une là-bas. Est-ce que Lausanne aussi, avec le 4-1, quand ils menaient 4-1 et puis finalement perdent 7-4, ils n'ont pas un truc où là, ils se disent... plus jamais ça. Et que là, vraiment, il se rappelle trop bien. Vu la défense lausannoise, moi j'ai presque envie de jouer qu'il y aura plus que 5 buts et demi à Rapperswil-Lausanne, mais là aussi, est-ce qu'on aura une cote intéressante? Je sais pas. Comme tu dis, Ajoie-Lugano, Ajoie est pas... j'allais faire une phrase qui est pas française et devrait rapidement gagner un match parce qu'ils vont pas en perdre 40 qu'à la fin de la saison. Donc est-ce que c'est contre un Lugano qui peut être chancelant de temps en temps? Zug à Berne, c'est franchement pas ça. Non, mais Zug, c'est pas non plus trop ça. Non. Et puis Zug aura la cote du champion quand même, malgré tout. On se dit, mais ils peuvent peut-être revenir. Donc, ils sont pas à leur place. C'est ce qui sera moins intéressant aussi. Zurich avec handicap à la maison, c'est quand même... Ils se font pas embêter dans le derby par Cloton, mais est-ce qu'on a une cote en au-delà de 1,50? Je suis même pas sûr pour un match avec handicap. Hein. Ouais, je sais pas. C'est une soirée qui est même intéressante. Bien à Langnau, je l'aime bien. Hein. J'aime bien à Langnau. Ouais, tout à fait. Et puis, Genève-Ambry, il faudrait aussi avec 2 buts d'écart, par exemple. Mais pas si simple que ça en ce moment. Genève doit trouver un moyen de redevenir le Genève de début de saison et le Genève et les Vernets une place... impénétrable ou imprenable finalement. Oui. Là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Mais c'est pas simple. Il n'y a rien qui se détache comme ça, on va dire. Alors, ce sera sur nos réseaux sociaux, mais tant qu'on y est,
on pense quoi des matchs de ce soir, de ce mercredi soir du coup? Bienne Fribourg et Zurich Rapperswil, on va pas le mettre sur nos réseaux sociaux, c'est vraiment pour Bienne est à 2,10, Fribourg à 2,65, match nul à 3,85, Zurich Rappi 1,85, 4, 3,10. Bah, Bienne marche bien. Si Sateri joue puis qu'il est toujours bien, Sorensen ne va pas jouer, on en parlera peut-être après quand on parle de Fribourg. J'aurais plutôt tendance quand même à incliner un peu du côté de Bienne, comme les cotes finalement. Le 2-10 fait dire, Ouais, voilà. je suis comme toi, j'aime beaucoup cette cote de Bienne à domicile contre Fribourg. Fribourg actuellement, bon, on en reparlera après, mais Dubé a refait une Dubé. Je sais pas si à force il faut pas faire un texte à trous quand on va faire les interviews de Christian Dubé. Ou avec plusieurs phrases, puis on prend celle qu'il nous a dit ce jour-là, quoi. On en a déjà parlé plusieurs fois, mais ouais, je sais pas. C'est bien à la maison contre Fribourg. On rappelle, c'est le match qui avait été décalé pour des raisons de glace. Ouais. Mais ouais, bien à la maison contre Fribourg. Je risque de mettre une petite pièce. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On va... Alors moi, je voulais arrêter l'épisode là, il faut être clair, mais alors Jean-Fred a dit non, 45 minutes, c'est exclu, on fait pas un court-métrage. On continue, alors des trucs à dire. Bon, peplum. Non, le truc, c'est qu'on a un petit peu, c'est ma faute, mentionné l'actu et on n'a pas trop développé. Par exemple, Conorius qui va quitter Fribourg, on en a quand même un peu parlé. T'as fait un article. Barofner, les 3 matchs, on en pense quoi? Parce que je l'ai juste mentionné. Bah, c'est totalement logique. Je pense que yes. Bah, je suis embêté en fait. Non, c'est pas vrai. C'est la même sanction que Di Domenico et Maillard ont reçu pour avoir touché le patin d'un arbitre dans un virage. Je sais pas. Avec ça en tête, tu dis, mais ce qu'a fait Barofner, il aurait pu vraiment faire mal à quelqu'un. Ouais. Il a vraiment mis un adversaire en danger. Il lui met la canne à travers les omoplates, dos, alors que lui est dos au jeu contre Bikoff. C'est dangereux, c'est très dangereux. Est-ce que vraiment ça mérite autant que Dido et Maillard? Je ne pense vraiment pas. Ça mérite plus. Mais par contre, par rapport à d'autres charges qui ont été sanctionnées pour un ou 2 matchs, heureusement qu'il a eu 3, disons, mais je pense vraiment que c'est le minimum syndical à ce niveau-là. Ouais, absolument. On a aussi eu 4 petites volées de simulation. Encore. Après, je les ai regardés les 4. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Et ça me dérange un peu de la part des joueurs parce que on va passer beaucoup de temps à disséquer ce genre de choses. Et c'est pas ce qu'on veut du hockey sur glace en général. Pas forcément qu'en Suisse. Hein. Mais alors, ils veulent éradiquer visiblement ces simulations. Très bien. Maintenant, je trouve que ça fait beaucoup de séquences à regarder. Puis, si on est tout le temps suspicieux, ça devient compliqué, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Mais on en a de nouveau 4 et ils ont fait en 2 fois. Hein. La Swiss League, il y en a une deuxième avec Alban Rekchak, il y en a eu une autre le lendemain. Alors 600 francs, les tarifs de Swiss League, c'est un petit peu plus sympa. En même temps, c'est indexé au salaire ou au pédigré, on va dire, de la personne qui est sanctionnée. Donc c'est assez logique aussi qu'un joueur de Swiss League ne soit pas sanctionné de la même manière qu'un Chris Di Domenico, qui est une des stars de National League. Par contre, ouais, ça tourne quand même gentiment à la chasse aux sorcières, j'ai l'impression. Et puis, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un dans les bureaux à chaque fois qu'un joueur se retrouve sur les fesses qui va voir en se disant ouh, est-ce que là il a pas un petit peu simulé, ou est-ce que c'est vraiment des cas grossiers? Je pense qu'il y a individuellement pris, chaque cas est totalement ok, mais est-ce que vraiment on a que ça à faire? Je me pose vraiment la question. Moi, il y a un truc, alors pour rebondir, je reviens à Barofner. Est-ce que tu parlais d'indexation sur le salaire? Est-ce que la pénalité, elle ne devrait pas être plus forte aussi au niveau du porte-monnaie? Il me semble qu'on en a déjà parlé maintes et maintes reprises, mais je me dis que ça peut être une voie à suivre d'être beaucoup plus sévère au niveau de l'argent, quoi. Parce que les matchs de suspension, bon, très bien, tu pénalises ton équipe finalement un peu, mais si tu te ramasses pour tes 3 matchs de suspension, ok, voilà, mais 15 000 francs d'amende. Et que ce fonds, tu le reverses, tu le fais pour la jeunesse comme tu fais pour les top scorers et tout, pour le développement du hockey. Moi, je me dis que ça peut être un bon moyen de récupérer de l'argent et qu'à ce moment-là, les gens comprendraient mieux. Tu mets 3 matchs, d'accord, mais tu as mis une grosse amende. Donc finalement,
il y a une peine pour essayer de te faire changer. On a dit, écoute, on veut pas. Nous le but, c'est pas que tu viennes engranger, que tu viennes mettre de l'argent dans les caisses pour aider le truc, mais vu que tu veux pas comprendre quand on te met X match, on rappelle, le plus gros, c'était quoi 11 000 et quelques pour c'était Herzog. Je pense, ouais. Pour cette charge-là, pour les 7 ou 7-8 matchs, je sais plus, donc c'était vraiment... non, alors à ce moment-là, montez-moi ces tarifs, vraiment. Et puis, c'est pas le club qui vient payer le truc, c'est vraiment le joueur qui le paye. Ouais, puis cet argent, il peut être effectivement utilisé pour remettre des caméras sur les lignes bleues, on y revient. J'ai un article en gestation sur combien coûterait une War Room en Suisse que je vais faire tous ces prochains jours. Là, on laisse un peu passer la Coupe du Monde parce que le focus était un petit peu sur le Qatar ces derniers temps, un peu pour tout le monde. Là, je pense que ça va un tout petit peu se calmer ces prochains temps. Mais ça a un prix clair, mais au bout d'un moment, est-ce que cet argent ne pourrait pas être intelligemment utilisé? Je suis assez de ton avis. D'ailleurs, s'ils se font un Secret Santa dans les bureaux du juge unique, avec les 4000 francs par semaine d'amende qui tombent, ça peut être sympa, quoi. Absolument. J'aimerais bien être tiré au sort par le juge unique, quoi, à ce niveau-là. Mais voilà, ça commence à faire beaucoup, il me semble. Là, enfin, encore plus, c'est de plus en plus, j'ai l'impression. T'as l'impression qu'il y a un quota à remplir en fin d'année maintenant. C'est comme les amendes pour les flics, on a l'impression. C'est un peu. Et encore une fois, individuellement prises, je pense qu'elles sont toutes défendables. Mais il y a un peu l'aspect. C'est reparti. Le mail hebdomadaire à 16 000 francs qu'on reçoit. Et je sais pas, je suis toujours un petit peu perturbé, surtout que dans le même temps, on laisse passer des choses comme Barofner sur la glace et puis derrière, on lui met que 3 matchs. Je suis toujours un petit peu partagé. Tu parlais de Fribourg. On a mentionné, j'ai juste dit comme ça que Sorensen serait surnuméraire ce soir. Je crois que c'est Pierre Chouvet qui l'a écrit dans La Liberté. J'étais très surpris aussi de voir que Kuokkanen était toujours top scorer avec 16 points à Fribourg. Ce qui veut aussi dire que ça fonctionne pas si bien, ou alors qu'il y a beaucoup de monde qui marque pas mal de points, mais qu'il n'y en a pas un ou deux qui se détachent. Mais ça tranche un peu avec le Fribourg de Gunderson, Dido, Motet, Desharnais, à un temps où ils étaient dans le top 20. Il y en avait 4 ou 5 de Fribourg qui étaient bien placés au niveau des compteurs. Donc, Fribourg, c'est compliqué. En fait, là, on a de nouveau eu droit à il faut que les joueurs se bottent le cul. Je sais pas si c'était cette semaine. Oui, effectivement, au bout d'un moment, c'est aussi eux qui doivent mettre des buts. Mais au bout d'un moment, c'est peut-être... Quel est le plan de jeu pour faire en sorte qu'il soit meilleur? Comment faire? Alors oui, Dubé, il brasse tout le temps les lignes. Et je pense qu'il a pas mal de flair à ce niveau-là pour le faire. Mais au bout d'un moment, de toujours dire c'est la faute des joueurs, il faut qu'ils se bottent le cul, je peux pas marquer pour eux. Vrai, aucun coach peut marquer pour ses joueurs. Non. Mais moi, ce que ça fait comme comme impression que ça me laisse, c'est je me dédouane. Ouais. Et puis c'est un peu dommage parce que il a le droit de dire là, je me suis planté, il y a aucun souci. Est-ce qu'on peut faire tout le temps tout juste? Non. Donc si lui admet là j'ai essayé une combinaison, j'ai peut-être brassé un peu trop mes lignes pour le coup, j'aurais mieux fait de rester à tel truc. Je trouve que ce message-là, bougez-vous, il perd en intensité au fur et à mesure que tu le répètes finalement. Ça doit être activé une fois par saison. Plus, ça devient... Là, j'ai l'impression qu'on en a presque une fois par toutes les 3 semaines, finalement, quand Fribourg traverse une passe ou fait un match qui est moins bon. C'est clair que le match à Langnau, quand tu t'es mené 3-0 après 10 minutes, mais qu'après, tu arrives à revenir au 3e tiers, alors que tu ne mérites pas forcément, mais il se trouve que ton powerplay passe, tout se met en place, Langnau est un peu chancelant, mais que finalement, tu refais derrière des pénalités bêtes et que tu perds ce match que tu méritais de perdre, mais vu le déroulé, ça te laisse un goût amer. Absolument. Puis tu vois, tu as les joueurs qui sont censés être qui sont des leaders de cette équipe. Berchi, on a vanté son excellent début de saison, mais sur les 6 derniers matchs, il a 1 but à Langnau et c'est tout. Ouais. Il a zéro autre but et aucune passe décisive. Il pèse pas vraiment sur le match. Kylian Motet, on en avait parlé. Kylian Motet, on en a parlé la semaine passée. On va pas chaque semaine lui mettre le blâme sur le dos. Ce serait pas correct. Mais les étrangers aussi. Mais en fait, c'est ça le problème. C'est quand tu as des joueurs suisses qui doivent avoir le rôle d'étrangers
dans l'impact. Si eux, on passe ce rôle-là, ça devient aux étrangers de jouer ce rôle et peut-être de prendre un peu plus de leadership. Mais Kuokkanen, c'est un beau joueur. Moi, j'aime beaucoup ce joueur, mais il n'est pas décisif. Sørensen, il était ultra prometteur sur ses débuts. Après, il est vraiment rentré dans le rang. Delarose, il n'est pas là pour ça. On l'a suffisamment dit. Moi, lui, je le blâme pas. Victor Rask, lui aussi, c'est un joueur qui doit être offensivement impactant. Il n'est pas du tout. Et je trouvais que, par exemple, par rapport à Panic, à Lausanne, c'était une meilleure signature d'avoir pris Rask. Mais au final, en ce moment, les deux sont un peu au même niveau. Ils ne pèsent pas sur les rencontres alors qu'on en attend quand même un peu plus. Exactement. Donc moi, c'est presque Rask qui me déçoit le plus dans cette légion étrangère, on va dire, fribourgeoise. Et oui, effectivement, il faut que certains joueurs se bougent, se bottent le cul, pour reprendre la phrase de Christian Dubé. Maintenant, que va-t-il faire ? Est-ce que il met Sørensen en tribune alors que la ligne avec Sprunger et Dernay était assez bonne ? J'avais l'impression, surtout sur les débuts de Sørensen, elle s'est un petit peu rentrée dans le rang. Ça va à nouveau brasser, on verra, mais c'est vrai que quand tu as 7 étrangers, forcément, ça te force un petit peu à devoir brasser tes lignes. Mais j'ai l'impression que c'est difficile d'arriver à une alchimie aussi entre les joueurs s'ils sont toujours trimballés d'une ligne à l'autre. Il y a un problème à ce niveau-là. Après, Fribourg fait un bon match la semaine passée. On en a longuement parlé contre Zurich. C'était vraiment un très bon match. Il n'a pas gagné. Il joue qu'un match cette semaine. Il le perd à Langnau. Il me semble qu'on le dit régulièrement. Tu as le droit d'aller perdre à Langnau. Par contre, la manière était un tout petit peu, on va dire, désagréable. Mais Fribourg est l'équipe qui a le moins de matchs dans la ligue. Et avec une victoire sur les matchs en retard, il y en a entre 3 et 4 sur les autres équipes. Avec une victoire, ils sont dans le top 5. Donc, il n'y a vraiment pas le feu. Et d'être, finalement, on est assez négatif, et je pense qu'il y a de quoi l'être sur certains aspects, mais d'être négatif à ce moment-là, alors que Fribourg a plus de victoires que de défaites, 12 victoires, 11 défaites, ça prouve quand même que tout ne va pas de travers et qu'il y a une belle marge vers l'avant, on va dire. Il joue contre Bienne, on l'a mentionné, Riley Sheahan, qui arrive centre, t'as dit profil plutôt défensif, c'est plus de 600 matchs NHL. Ça permettra aussi peut-être de sortir un joueur. Visiblement, Yakovenko ne jouera pas ce soir parce qu'il est malade. Ça pourrait signifier l'intronisation de Sheahan, mais je crois que les papiers ne sont pas encore arrivés, si on en croit le joint du Jura. Donc on ne sait jamais comment ça peut se passer si tout d'un coup tout est obtenu. Et puis après, il faut aussi que finalement Antti Tormenon décide de... ça lui fait quand même changer pas mal son contingent, parce que s'il a ses centres Salinen, Kunti et puis Gaëtan Haas, est-ce que Sheahan, tu le mets pas plutôt en ailier en disant, moi ces trois-là, je vais pas le mettre centre de 4, ça n'a aucun sens, sans doute. Je préfère le mettre à l'aile pour l'utiliser... à l'aile de la première, peut-être avec Rayala, un gros bonhomme sur une des ailes qui libère un peu. Parce que les autres, on n'a pas trop envie de les toucher. La Künzle, Kunti, Brunner, maintenant je me demande si Künzle est rétabli, parce qu'il me semble qu'il avait été aussi un peu... était passé par la case infirmerie, ce qui pourrait vouloir dire effectivement que tu lances un Sheahan à ce poste-là, mais ça c'est des conjectures, musique d'avenir, on ne sait pas. Donc, mais... Le fait est qu'un étranger de plus, si Van Pottelberger revient, parce que c'est aussi un peu ça, quand Van Pottelberger va revenir. C'est ça, ouais, c'est pas si, c'est quand. Ça peut être intéressant. Après, on a fait tout un éloge d'Harry Seteri, et franchement, c'est pas le premier que je sortirais quand des fois tu disais, on note le premier nom sur la feuille, c'est machin, c'est Tom Ernest, ou truc comme ça. Le premier nom sur la feuille à Bienne en ce moment, c'est Seteri. J'ai l'impression. Je sais que le poste de gardien, c'est un tout petit peu différent, mais... Je me dis que là, tu te prives pas d'un gars qui te fait gagner des points, quoi. Ouais, et après, tu peux aussi te poser la question à Jere Salinen, parce qu'il me semble que je parlais, il y a une semaine ou deux, de l'importance des bons débuts de saison pour qu'après on te foute la paix pendant toute la saison. Salinen, sur les 9 derniers matchs, il a 2 buts. Alors qu'au début de saison, il avait des cartons à des doublés, il avait 3 doublés en 5 matchs. Il était excellent, il était efficace. Est-ce qu'il est moins bon maintenant ? Je ne suis pas sûr, mais il était très efficace. Tu vois, à un moment, tu peux mettre un Riley Sheahan là pour le mettre en concurrence avec un Jere Salinen si ça atterrit devant le but. Ça va, il me semble. Par contre, Sheahan à l'aile, je me pose un peu des questions, mais encore une fois, comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, et au Pégalis aussi, est-ce qu'il a le patinage ? Si oui, franchement, c'est une bonne idée. J'ai toujours tendance, on va dire,
historiquement à faire confiance au scouting biennois. Sur les étrangers, ils se plantent quand même pas beaucoup. Même sur les Suisses, bien on sûr. avait dit finalement, on est arrivé, quelqu'un nous avait relevé qu'il y avait Dominique Egli où ça n'avait pas fonctionné, mais Absolument. sinon c'était plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Donc, je parlais un peu de... Bon, là, c'est pas mon avis qui va à l'encontre de celui de Steinegger, c'est ce qu'on me dit dans d'autres clubs. Donc, c'est encore pas une question de faut que je reste à ma place et je me dis attends, si Steinegger le pense, il a sûrement beaucoup plus raison que moi. Là, c'est d'autres clubs qui me disent ouais, nous, on a hésité et on s'est retiré de cette course-là. On n'a pas essayé de. Donc, j'ai une toute petite, un tout petit doute sur lui, mais on va dire dans l'absolu, je vais plutôt parier pour Martin Steinegger quand il a fait un scouting et son réseau de scouts, on va dire, que contre son réseau de scouts. Genève Servette, on en a parlé avant en disant que c'était plus compliqué en ce moment. Est-ce que le trou d'air est bientôt passé? Parce que c'est pas une crise, on peut pas parler de crise là-bas, mais est-ce que là on peut se dire maintenant, bon, ils ont eu... ou est-ce qu'il faut attendre la pause des équipes nationales pour qu'on retrouve le Genève Servette qui impressionne? Ouais, je pense que le Genève Servette qui impressionne a impressionné quand même un poil trop à un certain moment. Mais je crois que tu l'avais mentionné d'ailleurs qu'ils étaient un peu en sur-régime au niveau du PDO. Hein. Absolument, c'était intenable sur le très très long terme. Court terme, ça marchait. Là, c'est l'équipe qui est maintenant en mode en pilote automatique jusqu'à mi-février. Honnêtement, ils vont gagner leur match. S'ils en gagnent 1 sur 2 jusqu'à la fin de saison, à savoir, ils recommencent à faire le job à la maison, puis à l'extérieur, ils vont de temps en temps en gratter une si ça tourne bien. Bah, ils vont finir dans le top 2 ou dans le top 3 grand maximum. Parce que si on a 26 matchs, ça veut dire que ça fait c'est 13 matchs, la moitié. Tu les gagnes, tu gagnes 39 points. Tu rajoutes 40 points, ils sont à 100. T'imagines? Et là, Genève a 16 points d'avance sur le 3e. Je te laisse imaginer l'écart monstrueux qu'il y a. Et même si tu regardes avec, moi j'en sais rien, avec Fribourg, à qui tu rajouterais 12 points, les 4 matchs gagnés en retard, ils sont encore à 8 points en partant du principe qu'ils gagnent les 4. Hein. Ouais. Doug, ils sont à 13 points, même s'ils gagnent les 2 matchs en retard. Il y a une telle marge que Genève sait qu'ils vont terminer dans le top 3, donc c'est aussi un peu difficile, je pense, à un moment ou à un autre pour une équipe et pour un coach de rester en tension. Et est-ce que c'est pas une bonne chose d'avoir un moment où peut-être tu es un peu plus tranquille? Cadieux, c'est un coach qui est très 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 exigeant, il demande beaucoup à ses joueurs physiquement, aux entraînements, etc. Est-ce que justement d'avoir un petit moment de calme, les gars, on en fait un peu moins, mais de manière intelligente, de relever un peu la pression quelques semaines, puis après de relancer un cycle. Peut-être justement après les fêtes de fin d'année, on recommence en janvier, on lance un nouveau cycle, on finit fort la saison. Parce que si on rappelle quand même, la saison dernière, Genève avait dû cravacher toute la fin de saison. Et c'était épuisé, c'était éreinté à gagner tout plein de matchs. Et elle n'avait plus de gaz, on va dire, pour faire une mauvaise traduction de l'anglais, pour jouer en pré-playoff. Et là, justement, la gestion des énergies, je pense qu'elle pourrait être très intelligente à bien faire ces prochains temps. Et comme ça, Genève sera encore plus fort en fin de saison. Ça tombe bien que tu dises une équipe qui se relève début d'année. C'était le cas de Lausanne la saison passée. Lausanne, là, est un petit peu au-devant d'une même tâche. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment commencer à gagner des matchs, mais... J'ai l'impression que même contre des adversaires censés être plus abordables, c'est compliqué. Tu sens que de temps en temps, il y a quelque chose qui peut leur permettre de passer l'épaule, mais que sous les casques, c'est trop tendu. Il y a trop de problèmes. Ouais, c'est malheureusement compliqué. J'ai quand même toujours un espoir dans un coin de ma tête. J'arrive pas vraiment à parier contre cette équipe de Lausanne en ce moment avec un nouveau coach, avec une nouvelle dynamique, etc. Mais en même temps, j'arrive pas à parier pour non plus. Je me dis, ouais, c'est un peu neutre ce qui se passe à Lausanne. Et, franchement, le match contre Bienne, c'était vraiment pas bon. On en parlait avant dans la partie des gardiens suisses et du pauvre Pounenovs. Mais là, Lausanne doit gagner 2 matchs sur 3 et il gagne un match sur 2, surtout à l'extérieur. Ça aussi, Ward nous disait en rigolant, j'ai pas eu le temps de faire cet article, ni le créneau. Il nous disait en rigolant après le match contre Bienne,
Oui, j'étais là. T'étais là. Il devrait peut-être demander à délocaliser tous les matchs à l'extérieur et ne plus jouer à la Volos Arena. Évidemment, il disait ça en rigolant. Et moi, j'aime assez, à part ça, pour un tout petit peu behind the scenes, mais moi, j'aime assez Jeff Ward depuis qu'il est là. C'est quelqu'un qui est assez intéressant. C'est quelqu'un qui ne nous parle, j'allais dire qu'il nous prend pas de haut, puis sachant qu'il est un tout petit peu plus petit que nous, ça aurait pu être malin, et c'est pas du tout ça l'idée, mais qui prend pas le journaliste de haut comme certains nord-américains, je vais pas citer de nom parce que c'est pas l'endroit et c'est pas intéressant, qui sont arrivés d'Amérique du Nord puis qui nous ont clairement pris de haut, genre je viens vous évangéliser quoi, vous connaissez rien, c'est quoi ces questions, même moi je connais, etc. Lui pas du tout, je le trouve assez intéressant, il nous explique des choses, il a pas mal d'humour de ce que j'ai remarqué. Et j'ai pas mal de plaisir à le côtoyer, donc je me réjouis de voir l'évolution aussi, parce qu'en tant que journaliste, et là tu crées des relations avec des gens, à force de revoir les gens, de reposer des questions, ils savent aussi un petit peu comment te traiter, on va dire, quel genre de personne tu es en tant que journaliste. Et donc il y a un lien qui se crée, moi j'ai pas mal de plaisir pour l'instant, et je pense que humainement, en tout cas, il me dégage quelque chose de positif jusqu'à présent. Le behind the scene aussi, c'est quand on lui pose la question après le match, puis des fois, on a un peu la tendance, alors, Jeff, une défaite 4-2, quoi. Et puis, normalement... Quelle est ton analyse ? Voilà. On s'attend à ce que... C'est un peu la question bateau, c'est pas du small talk, mais c'est la béquille qui va permettre d'embrayer. Et là, il nous dit, ouais, mais posez-moi des questions plus précises, finalement. Et j'aime bien, parce que ça nous met aussi dans une optique plus précise, plus pointue de ce comme question. Et je crois que là, c'est aussi toi qui avais posé la question, justement, de la façon de gérer le slot devant Pounenovs. Et puis là, après lui, il peut répondre de manière plus précise et forcément assez intéressante, plutôt que de nous donner un truc un peu... tranquille, mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude. Max Orley va nous le faire. Max Orley, tu poses pas de questions. En gros, exactement. Il vient, il donne le micro, il donne son avis. C'est le statement. Il fait son statement, il dirige du coup les interviews en appuyant sur le point où il veut aller. Est-ce que c'est l'arbitrage ? Est-ce que c'est les erreurs défensives ? Est-ce que c'est ci ? Est-ce que c'est ça ? Et du coup, après, tout est orienté par son statement initial. C'est une façon de faire qui est très intelligente. Hein. Avant qu'on me pose des questions, je préfère directement moi dire ce que j'ai à dire. Comme ça, je contrôle. Il est très dans le contrôle quand il est avec les journalistes, on le connaît, à force. Là, c'est effectivement une autre approche. C'est, les gars, soyez précis dans vos questions et puis je vais répondre de manière précise à vos questions. Si vous montrez que vos questions ne sont pas à côté de la plaque et qu'elles sont intéressantes, la réponse va être intéressante aussi. Et, en tout cas, je suis content que ce soit lui, parce que quand tu as un nouveau coach qui arrive, tu te poses toujours la question, comment il va être ? Est-ce qu'il va être sympa, pas sympa ? Est-ce qu'il va être intéressant ? Sympa, à la limite, moi je m'en fous un peu, il peut ne pas être sympa, être très intéressant, et puis c'est super. Absolument. Mais si en plus il est intéressant et sympa, alors là, tu te dis c'est cool, t'as une bonne personne avec qui travailler, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des collègues de travail, entre guillemets, les gens qu'on interviewe, c'est des relations de travail, pas des collègues, mais des relations de travail. Et si elles peuvent être enrichissantes aussi pour nous à titre personnel, c'est assez chouette. Et j'ai assez l'impression qu'avec lui, c'est le cas. Maintenant, ça nous fait une belle jambe si Lausanne gagne tous ses matchs à l'extérieur et perd tous ses matchs à la maison et reste à ce niveau-là. S'ils font du 50% du tir à la fin de saison, ils vont quand même remonter et sûrement jouer les pré-playoffs. Mais ça ne va pas être suffisant pour aller plus haut. Et les pré-playoffs, c'est une belle chose, mais si tu te chopes Genève ou Zug ou Zurich au premier tour, c'est un petit peu embêtant. En plus, après avoir bataillé, parce que tu étais, je sais pas, admettons, 10e, puis tu as dû d'abord jouer cette première phase avant de pouvoir jouer. Tu dois battre finalement 2 adversaires avant d'avoir le droit d'aller en playoff. Ça devient compliqué. Les gardiens, si on part du principe qu'effectivement, Connor Hughes a de bonnes chances de signer à Lausanne, ça serait un duo avec Pounenovs. Tu mentionnais les gardiens étrangers et je me dis là Lausanne prendrait le pari de 2 gardiens suisses. Alors il se trouve qu'ils sont à licence suisse, mais est-ce que c'est la bonne solution ? Est-ce qu'il ne faudrait pas, en ayant un peu d'argent, mettre du pognon sur un vrai gardien ? Et à mon avis, tu peux quand même en faire venir... On l'a vu, entre les Tchèques, les Suédois et les Finlandais, il y a de quoi faire. Le problème, c'est qu'on avait dit que les
comment dire, l'Air Svoboda allait être là dans un coin de la tête encore un bout de temps, Poulianov, je dis pas que c'était une erreur à part ça, hein, mais il a un contrat de très longue durée et je pense pas qu'il est venu gratuitement à Lausanne. Il aurait de toute façon pas eu un contrat d'une année, donc l'année prochaine, ça c'était clair. On aurait pu imaginer 3 ans par exemple. Exactement, mais c'est pas le cas. Donc si tu le mets directement en concurrence avec un étranger maintenant, c'est compliqué. Ouais. Ou tu pars à 7 et puis tu dis à Poulianov, de toute façon, on donne aucun back-to-back, ça te fait déjà 15 soirs off. Ouais, ça va être intéressant de voir, mais effectivement, je crois qu'ils sont en pleine évaluation actuellement de ce qu'ils vont faire. Pour les clubs romans, si on fait notre petite tournée, on a encore Ajoie. Ajoie, c'est, je l'ai dit avant, Yann Derungs, frère de Kianou, qui est blessé pour 6 semaines. Alors lui, il n'a vraiment pas de bol. Il était à Turgovie, cartonné en Ligue B, en Swiss League, il arrive à monter en National League. Super transfert, selon moi, de Julien Vauclair. Puis, on s'attendait à ce qu'il puisse peut-être se tailler une place. Je l'imaginais naïvement à peut-être une dizaine de buts, en me disant que ça serait un truc super, étant donné qu'il en avait plus d'une trentaine à l'échelon inférieur. Divisé par 3 son total, ça aurait été super. Maintenant, c'est pas le cas. C'est vraiment très compliqué. Les Suisses à Port-Entruy, c'est chaud. Tu as mentionné TJ Brennan. On avait aussi parlé du cas de Vos la semaine passée. À Ajoie, aussi pendant les paris, tu as dit ils vont bien finir par en gagner une, mais faites quand? Parce que il faudrait. Ils passent pas loin, même contre Genève, le match contre Genève du dimanche soir. Ils sont pas ridicules. Je veux dire, c'est 2 buts dans la cage vide pour Genève, donc il y a 2-1. À la 58e contre Genève, t'as le droit. Il sort son gardien, ma foi, là il joue les probabilités aussi, en se disant qu'il a peut-être plus de chances que de marquer à 5 contre 5, sachant qu'ils ont un powerplay qui marche mieux, donc rien à redire sur ça. Mais ça fait quand même toujours que 0 points et ça s'enchaîne et sous les casques, dans les têtes, ça va être difficile. Ouais, là c'est compliqué, donc 20 points. On rappelle, qu'est-ce qu'on peut changer en fait, c'est ça. 26 l'année passée, ils sont pas ridicules. Ils font un début de saison qui est correct. On a l'impression qu'on les voit pas aller beaucoup plus haut que 30 finalement. Ouais, puis le problème c'est qu'au début de saison, ils étaient presque trop bons, entre guillemets. Dans le sens où ça peut générer certains espoirs, où tu dis, mais peut-être cette année, tout se passe bien, on peut choper le 12 ou 11, voire c'est peut-être un poil plus haut, quoi. Puis non, en fait, là ils se le prennent un peu... le retour de manivelle, on va dire, est assez violent. Et c'est 11 défaites de suite. Le triste record était de 18 l'année passée. On s'en rapproche, mais dans la manière, pour moi, il n'y a rien à dire, il n'y a rien de négatif, je trouve. Et c'est ça qui est embêtant, presque. S'il y avait quelque chose de cassé... Si tu dis, les gardiens sont nuls, il faut aller chercher un gardien étranger, c'est pas le cas. La défense, elle tient pas la route. Elle tient quand même beaucoup plus la route que la saison passée. 2-1 après 57 ou 58 minutes contre Genève, c'est pas ridicule. Tu prends que 2 goals face à la meilleure attaque, rien à redire. Non. Et du coup, là aussi, je me dis, dans l'absolu, en tant que directeur sportif pour Julien Vauclair, ce serait presque mieux, pas du tout, mais pour réagir, ce serait beaucoup plus simple si Ajoie était complètement déclassé tous les soirs. Là, tu peux réfléchir, tu peux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Parce que moi, j'ai pas l'impression que l'entraîneur est nul, finalement, puisqu'il arrive quand même à faire en sorte que son équipe tienne contre les meilleurs cylindrés du championnat. Exactement. Du coup, on est un peu bloqué, j'ai l'impression, dans cette espèce d'entre-deux où Ajoie perd, mais n'est jamais vraiment loin, mais n'arrive jamais à gagner quand même. Et... ouais, c'est une période qui est compliquée, puis j'espère qu'ils vont vite en gagner une, parce que là, ça devient... Ça va commencer aussi à impacter sur l'état d'esprit des gens là-bas, et ce qui n'est pas encore le cas. Je suis allé à Ajoie dimanche, et j'ai pas du tout l'impression qu'il y a de négativité autour de cette équipe. Au contraire, je trouve que c'est encore assez correct l'ambiance. Mais il va quand même falloir que... est-ce qu'une victoire, ça va un peu tout débloquer sous les cas? Est-ce que ça suffirait, tu penses? J'ai l'impression que non, que le mal est plus profond, parce que c'est surtout qu'il faut revenir tous les soirs. En fait, c'est cette répétition des efforts. C'est que finalement, si tu n'arrives pas à passer, c'est qu'il ne te manque pas peut-être un tout petit peu d'essence dans le moteur. Et que tu peux pas l'avoir. Est-ce que tu aurais un peu plus de chance? Ça peut se discuter. Est-ce que plutôt qu'un poteau, ça rentre dedans? Est-ce que plutôt qu'un tir au-dessus, ça part dedans et t'égalise? Mais on l'avait vu contre Lausanne, ils égalisent, puis après ils sortent leur gardien en jouant le pourcentage, et finalement, ça passe pas. Donc, tu fais ce point-là, mais tu as besoin tellement d'en faire plus pour simplement
déjà pas quitter cette 14e place parce qu'elle semble promise à Ajoie. Je veux dire, vu le contexte, ça paraît quasi impossible d'échapper à cette 14e place. Mais on sait qu'il y a certains clubs qui étaient d'ores et déjà 12e avant le début de la saison. On se rappelle des Langnau et compagnie qui se préparaient, puis quand il y avait la side play-out, ils étaient bons. Parce qu'ils s'étaient préparés toute l'année, toute la saison à ces séries-là, finalement. Et que les matchs comptaient comme de l'entraînement. J'ai pas l'impression que c'est ça à Port-Entruy. C'est pas de l'entraînement pour l'instant. Non, j'ai pas cette impression non plus. Et aujourd'hui est sortie la sélection de l'équipe de Suisse pour le Euro Hockey Trophy qui aura lieu à Fribourg la semaine prochaine, avec de jolis matchs, à part ça, contre la Finlande, la Tchéquie et la Suède qui viendront avec quasiment tous les joueurs du championnat de Suisse. C'est impressionnant de voir les Finlandais et les Suédois. Ouais, c'est qui ? C'est les Finlandais où ça m'a le plus frappé, je crois. La Suède, c'est impressionnant. Je crois que la Suède, ouais. Et l'équipe de Suisse, elle est intéressante. Il y a 2-3 petites surprises. Une des surprises, c'est Connor Hughes. Après, je pense que le fait que ça joue à Fribourg a un petit impact là derrière ce choix. Sinon, dès que Lou Weber, ça, on peut tout à fait... De roman. La sélection, elle est aussi orientée par rapport à ça. Quand il y avait les matchs à Viège, Eldner était quasiment à chaque fois dans la partie parce qu'il vient de là-bas. Ouais. Et puis, voilà. Défenseur, il y a quand même du Davosien, malgré la Spengler avec Eglifora. Un Lausannois en défense. Frick, même s'il ne fait pas une grande saison, c'est clairement un habitué de l'équipe de Suisse. Billy s'est amélioré ces derniers temps, oui. Mais... un Genevois Le Coultre, sinon du Suisse-Allemand Koukan, Leffel, Suisse-Allemand de plein de guillemets évidemment, Marty et Müller, Luganer, Mirko, le défenseur. Maintenant que Marco avec un A comme attaquant, je suis tranquille avec cette histoire, tu sauras. Les attaquants, il y a du tout classique entre les Andrighetto, les Corvi, Herzog, Miranda qui était au championnat du monde, Ria qui était au championnat du monde, Rudd, championnat du monde, Chervet à Fribourg, évidemment que tu dois le sélectionner, Turkov aussi, c'est un habitué. Petite surprise, Vili Riedi. Alors ça, si on nous avait dit cet été que le Riedi dont on le voyait jouer sur le power play, on se disait mais il joue à la place de qui lui en fait il joue à la place de Vili Riedi, puis il marque ses points, donc il est là. Humbertchi qui est sélectionné à Fribourg, là aussi déjà c'est mérité parce que c'est un traditionnel comme Frick, mais en plus à Fribourg c'était sûr qu'il allait le prendre là. Motet pareil, et du roman, c'est ça qui est chouette. Entre Praplan, je disais avant, Fuchs et Ria sont là. Rod. Voilà, c'est une jolie équipe de Suisse qui a une petite connotation latine, on va dire, ou romande. C'est bien vu que ça se passera en Suisse romande. Là. Ouais, puis ces matchs-là, ils sont... Franchement, c'est plus intéressant. C'est pas contre la Biélorussie, contre la Norvège, contre la Lettonie, mais... ou bien la Russie C, quand ils envoyaient leur équipe. C'est quand même nettement plus intéressant et on voit que les joueurs prennent aussi un peu plus de plaisir, je pense, à jouer ces matchs-là. Et ils sentent quand même qu'ils font partie, pas du gratin, mais on les a conviés à la table des grands. Absolument. Et finalement, les matchs, en tout cas ceux de la Karjala Cup, étaient vraiment très intéressants. La Suisse, elle avait réussi à très bien jouer. Là, je regarde la colonne de centre, je me dis qu'on a quand même Corvi, on n'a pas Gaëtan Haas, mais on a un Calvin Turkov. Et puis, je cherche le troisième centre, Fuchs, voilà, un peu naturel, on va dire. Puis après, on a effectivement d'autres centres ailiers qui peuvent dépanner comme Berchi avec Patrick Fischer. La défense est bien, on regardera bien Koukan aussi, parce qu'on espère que... Nous, on se souvient alors du Koukan du championnat du monde, qu'est-ce qui nous avait plu. Ouais. Il a continué à Zurich, j'ai l'impression qu'il est complètement libéré d'être... à Zurich, en gros chez lui, avec sa femme, ses enfants, il joue un peu le hockey de sa vie en ce moment, tant mieux, on joue la main chaude aussi avec lui. Absolument, et puis on ferait pas l'erreur de se dire ouais mais Koukan sur le power play, est-ce qu'on est vraiment sûr, parce que quand même en NHL il jouait pas ce rôle là. Bon là c'est bon, on fait plus l'erreur. J'ai regardé la sélection suédoise actuellement. Bon, les gardiens, évidemment, ils ne voulaient pas prendre Victor Östlund, qui est le seul Suédois qui joue par là, je pense. À part un défenseur et 5 attaquants, c'est que des joueurs de championnat de Suisse. Ouais. Les Dalbeck, Jost Temernes, Nygren, il y a tout le monde. Et pour les romans, du coup, justement, il y a Temernes, il y a Victor Leuf,
Il y a Sørensen, il y a Sørensen, Rask, De La Rose sont là. Évidemment, Olofsson est là et Kovacs est là. C'est quand même joli. Hein, non, mais j'aime bien aussi le fait que ça leur évite, on va dire, des frais de voyage. On se comprend. Parce que c'est des joueurs qui vont aussi retourner sans doute dans leur famille pour les fêtes de Noël, enfin les fêtes de fin d'année, quand il y aura la pause du championnat. Pour ceux qui n'iront pas à la Spengler, alors on parle évidemment de... On se rappelle que Ambry et Davos jouent à la Spengler, et puis qu'il y a certains étrangers qui viennent renforcer... D'ailleurs, l'autre jour, quand Ambry a fait un communiqué intitulé Vili Saarijärvi, j'ai eu un haut le cœur. Je me dis, ils ont engagé Saarijärvi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était juste pour la Coupe Spengler. Mais... Voilà, Saarijärvi qui va pouvoir se mettre aussi en valeur parce qu'on sait que c'est quand même bien regardé à l'étranger, même si c'est une sélection, même si c'est un tournoi amical et où il y a moins de charges. Et lui qui n'est pas sélectionné dans l'équipe de Finlande, justement, qui viendra à Fribourg, il y a 2 défenseurs suisses entre guillemets, c'est Lepiste et Juuso Vainio, donc défenseur de Fribourg-Gotteron. Donc il n'a pas pris Lettonen. Il y a un Koivisto derrière qu'on connaît en Suisse, il y a un Otama qu'on connaît en Suisse derrière aussi, c'est des noms qu'on a vu passer, mais bon... Ils sont passés l'un à Lugano et puis l'autre, Koivisto, c'était où, à Langnau, non? Ouais. Voilà. Mais devant, là aussi, il y a Artikainen qui sera là. Zurich, tiens, maintenant, Koivisto. Mais oui, Artikainen. Ouais. Artikainen qui va jouer contre Omar, du coup, ça va être marrant. Le Finlande-Suède. Granlund, Rajala, Kuokkanen, Pessonen. Ouais, c'est du lourd, disons. Il y a Ruotsalainen qui est là également, dans les joueurs qu'on connaît en Suisse maintenant. Pour les gardiens, c'est bien parce qu'ils peuvent finalement. Ils sont tous en Suisse, les meilleurs. Donc. Non, mais c'est vrai. Tu dis, bon, le premier, il est où? C'est Sateri. Il est en Suisse. Le deuxième, c'est qui? On va dire, Koskinen, il est pas mal. Ok, bon, il est en Suisse. Juvonen, il est aussi en Suisse. Bon, on en a encore Metsola. Ah ouais, mais on peut prendre que 3. Le problème, c'est qu'ils ont pris Emil Larmi des Växjö Lakers et Lassi Lettinen de TPS Turku. Pour aller avec qui encore? Que les deux là? Ouais, ils en ont pris 2. Ok. Peut-être qu'ils en sélectionnent un sur le tard en disant, viens voir Mikko Koskinen ou Sateri peut-être, mais... Sateri, c'est le gardien du championnat du monde, le gardien des Olympiques. Est-ce que vraiment, peut-être qu'ils lui ont aussi dit, écoute, piano une semaine, il n'y a pas besoin que tu viennes, on sait qui tu es, disons. Mais voilà, bref, ça va être une jolie semaine. Toi, tu seras présent, je pense, à un moment. 2 des 3 matchs, ouais. Ouais, moi, j'ai aussi prévu de monter faire un tour. Je me suis accrédité, en tout cas. Le match du dimanche à 13h, bien vu au passage. Alors déjà, c'est pour que l'équipe visiteuse puisse repartir rapidement dans son pays le jour même et non de devoir redormir une nuit supplémentaire. Complètement logique. Et en plus, il y a la finale de la Coupe du Monde le soir. Donc, même si ça nous intéresse un peu moins d'un point de vue patriotique, on va dire, c'est quand même pas perdu de pas être en concurrence. Voilà, au terme de cet épisode 15. Tu voulais absolument parler de Tim Berni qui a joué un match. On parlera de son deuxième match. Ça va aller quand même, ou bien? Ça va aller, ouais. Super. Bon, on se revoit la semaine prochaine. On verra ce qu'on arrive à faire autour de cette sélection, de cette équipe de Suisse à Fribourg. Est-ce qu'on se rend là-bas, on fait une interview, ça, on peut essayer de mettre ça sur pied. On n'a encore pas réussi à organiser quoi que ce soit. Un épisode, normalement, il y aura. De toute façon, si ce n'est pas le cas, on vous le dit sur nos réseaux sociaux, le cas échéant. Et d'ici la semaine prochaine, on est prêt à répondre à toutes vos questions. On va pas refaire un épisode questions parce que là on a tout épuisé, mais comme tu disais, sauf une de Quentin. On t'oublie pas, Quentin. Comme tu disais, les MVP, si ils sont d'accord avec nous ou pas, n'hésitez pas à le mettre sur. Si vous vous moquez de moi pour TJ Brennan, j'accepte. Facebook, Twitter, Instagram. Donc voilà, sur les réseaux sociaux, vous abonner sur Spotify, ce que je pense être le plus intéressant à faire. En plus, après, il y a la recap et on peut voir si on nous écoute avec fidélité. Et j'ai beaucoup de plaisir à voir les stories des gens qui nous taguent dedans et qui nous mettent un petit mot. Ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Exactement. Puis il y a quand même toujours un côté assez impersonnel de faire ce podcast et puis de voir qu'en fait, non, il y a vraiment des gens derrière qui nous écoutent et ça, c'est vraiment chaud au cœur. Donc merci pour votre fidélité et puis probablement à la semaine prochaine. À bientôt.